Il y a beaucoup de choses qui existent et il y a des choses que l'on ne doit pas révéler. Ils ont caché une cité qu'on appelle l'Eldorado. On n'a toujours pas trouvé. On a des cartes, bien entendu. Si on arrive à décrypter cette carte, il y a quand même un certain nombre d'informations qui permettent d'arriver à retrouver cette fameuse cité d'or. Toute l'histoire qu'il y a dans le livre est une histoire vraie. C'est une immersion complète dans ce pays, dans cette culture. Salut à tous et bienvenue à toute la communauté NFCA Média. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir à la fois un lieu et un auteur. Je suis avec Claude Bourdoncle, l'auteur du livre La carte de l'Eldorado, et il nous accueille chez lui, au manoir Saint-Clair, à 2 pas de Toulouse. Bonjour Claude et merci de nous accueillir. Bonjour Yann, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir à la maison. Et en plus, il fait super bon vivre ici. Merci bien, tu vas nous parler de ce livre. On a hâte et on a pas mal de questions à te poser sur le livre et l'histoire de ce lieu aussi. Et qui est juste à côté de Toulouse, à 2 pas de... Nous sommes sur Balma, vraiment aux portes de Toulouse. C'est une très vieille maison. Nous avons trouvé des plans de 1530 sur lesquels elle apparaît. Donc une vieille dame qui a probablement plus de 500 ans. Et donc c'est chargé d'histoire. Elle est chargée d'histoire. À l'époque, la commune appartenait à l'église, donc c'était des moines qui habitaient ici, qui ont habité dans un premier temps ici. Ensuite, la maison s'est un petit peu transformée, c'est devenu un couvent. Et après la Révolution française, c'est devenu une ferme, ce qui lui a donné une deuxième vie et qui a permis de conserver les murs et le toit et donc de la sauver. Et aujourd'hui, elle est encore là, 500 ans plus tard. C'est génial puisqu'il est possible en plus de pouvoir y séjourner. Maintenant, nous faisons chambre d'hôte et c'est un lieu assez sympa, où un havre de paix à quelques minutes du centre-ville. C'est vraiment génial. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, c'est le manoir Saint-Clair. Mais surtout, aujourd'hui, alors on est là pour ce livre que Claude Bourdoncle a écrit, qui s'appelle La carte de l'Eldorado. Mais avant de revenir dessus, ton amour pour l'histoire. J'ai toujours aimé l'histoire. J'ai fait un petit livre sur Toulouse il y a très très longtemps, qui est sorti dans les années 80. Donc depuis, je me passionne pour l'histoire et nous sommes allés avec notre famille au Pérou il y a une vingtaine d'années. J'ai retrouvé une amie d'enfance qui a épousé un Péruvien là-bas, donc ça a été un coup de cœur et depuis j'y reviens assez régulièrement. Et elle m'a donné l'amour de son pays, l'amour de ces gens qui sont extraordinaires et l'amour de ces légendes, parce qu'il y a beaucoup de légendes, beaucoup de choses à découvrir et notamment des mystères comme des cartes et notamment la carte de l'Eldorado qui m'a permis d'écrire un livre dessus. Qu'est-ce que l'Eldorado pour ceux qui ne savent pas? Alors l'Eldorado, ça a été un mythe qui a été fabriqué par les Espagnols. Eldorado, ça veut dire le doré, parce que les Incas étaient toujours habillés d'or et quand les Espagnols sont arrivés au Pérou, en fait, ils ont vu l'Inca qui était habillé d'or. Pour eux, c'était l'homme doré, donc l'Eldorado. Et comme quand ils sont arrivés, ça a été assez compliqué, on va dire. Il y a eu des atrocités, l'histoire avec la conquête et les conquérants. Les conquistadors. Les conquistadors. Les Incas, donc les habitants du pays de l'époque, ont fabriqué un mythe ou une histoire vraie, ça c'est les choses qu'ils le diront. En fait, ils ont vite compris que les conquistadors s'intéressaient plus à l'or qu'à leur culture et donc ils ont mis de côté leur or et notamment ils ont caché une cité qu'on appelle l'Eldorado et ils ont fait croire aux Espagnols que cette cité existait et les Espagnols de tout temps ont essayé de trouver cette cité sans ne jamais vraiment y arriver. Donc on ne l'a toujours pas trouvé. Toujours pas trouvé. On a des cartes, bien entendu, mais seuls certains, en tout cas les gardiens de la cité, savent où est cette cité. Les gardiens de la cité. Donc, avant de parler de ces fameux gardiens, on est dans un roman, mais peut-être pas que. Que nous raconte l'histoire de ton livre, Claude? C'est l'histoire de cette carte qui a été découverte et qui, avec les informations qu'on peut trouver dedans, va nous conduire à cette fameuse cité d'or. Bon, malheureusement, il n'y a pas de X. Souvent dans les cartes, il y a un X pour découvrir le trésor. Celle-ci a été faite sans X, mais il y a quand même un certain nombre d'informations qui permettent, si on arrive à décrypter cette carte, chose qui n'est quand même pas assez facile, sinon il y a longtemps qu'elle aurait été découverte, d'arriver à nos fins, c'est-à-dire retrouver cette fameuse cité d'or. On va trouver les gardiens ou les gardiennes de cette cité avec tous les éléments contenus dans cette carte qui a été faite par un célèbre peintre historique qui s'appelle Felipe Guampo de Ayala qui a vécu au XVIe siècle. Et donc si on regarde bien cette carte et si on sait la déchiffrer, la décrypter, on pourrait trouver cet Eldorado. On pourrait éventuellement trouver cet Eldorado. Alors il faut d'abord la décrypter et ensuite aller sur place. On voit que les chemins sont assez succincts et bon, 500 ans après, c'est sûr que les traces ont peut-être disparu, en tout cas ont été transformées avec le temps et les âges, mais c'est possible effectivement. Et donc dans l'histoire là, on part donc de cette carte. Voilà, l'histoire part de cette carte qui se trouve
Sur les 3 premières pages du livre, donc la reproduction de ce tableau, un historien va nous aider avec son ami Kate Sinclair à décrypter ce qu'il y a décrypté dans cette carte, avec toute la symbolique, notamment le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange de différentes religions qui s'est fait au moment de la conquête. On découvrira comment les Espagnols sont arrivés à conquérir ce pays, comment l'histoire a fait que ces gens qui ont une culture magnifique ont conservé leur culture au nez et à la barbe de l'église parce que ça arrangeait tout le monde, tout simplement. Toute l'histoire qu'il y a dans le livre est une histoire vraie. On arrivera sur ce lieu qui est secret et qui doit être secret en tout cas. Parce que cette carte, au sens propre et figuré du terme, vaut de l'or. Dans le pitch, on dit l'écrivain et historien Clovis Boss va expertiser un tableau de famille avec son ami Kate Sinclair. Un petit clin d'œil à la maison qui s'appelle Sinclair également. Ils arrivent juste à temps pour éviter le vol de cette œuvre. Ce fait divers va les entraîner à l'autre bout du monde dans une course contre la montre pour retrouver l'Eldorado, la cité légendaire qui pourrait être localisée à l'aide de cette toile transmise de père en fils depuis des générations. C'est une belle aventure, c'est une immersion complète dans ce pays, une immersion complète dans cette culture avec ces Péruviens qui sont extraordinaires. Si vous avez l'occasion, je vous invite, après le Covid bien entendu, à aller là-bas et partager quelques moments avec eux, et ce n'est que du bonheur chaque fois qu'on y va. Et donc à la fin du livre, je me demande et je me dis, mais il en sait beaucoup Claude Bourdoncle sur cet Eldorado. Tu m'avais déjà parlé des gardiens, serais-tu un gardien ? Je ne suis pas un gardien pour répondre à ta question, mais par contre il y a beaucoup de choses qui existent et il y a des choses que l'on ne doit pas révéler, donc le mystère restera sur cette question en particulier. On voyage vraiment et en cette période c'est vrai que voyager, puisqu'on ne peut pas encore trop voyager comme on veut dans le monde en ce moment, voilà une belle invitation au voyage à la carte de l'Eldorado. Tu l'as écrit ça t'a pris combien? Ça m'a pris 3 ans très exactement, parce que outre les informations que j'ai eues en côtoyant les habitants du Pérou, donc les différentes civilisations, les Quechua, les Incas qui sont encore là-bas, les Aymara. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu une 40aine de livres sur ce pays pour avoir des informations concrètes, pour parler de manière très précise et pour ne relater que des faits historiques réels, pour que le livre soit tout à fait crédible et que l'on puisse partager cette culture et cette histoire de la conquête de l'Amérique latine. Tu as fait beaucoup de recherches, que ce soit sur les ouvrages et sur place. Recherches sur le terrain avec des chamans, avec des habitants du lieu, et des recherches dans des livres, bien entendu, parce que toute recherche commence d'abord dans des bibliothèques avant d'aller sur le terrain. Tu as rencontré des chamans? Il y a beaucoup de chamans là-bas. Au Pérou, en tout cas, dans chaque village, il y a, comme nous, on a des prêtres, des guérisseurs. Eux, ils ont ça s'appelle des chamans, on peut les appeler comme on veut, mais enfin voilà, ce sont des gens qui soignent comme nous avec des médicaments. Eux, ils côtoient les plantes depuis toujours, donc si on a un petit bobo, quel qu'il soit, que ce soit migraine, ils nous amènent par la main, ils disent allez, ça va dans la montagne, on cueille 4 ou 5 plantes, puis quand on revient, hop, il nous fait une tisane et le petit bobo il disparaît. Tout est naturel, ils ont une connaissance des plantes qui est vraiment extraordinaire, qui se transmet de génération en génération et qui est fascinante. Le Pérou, tu aurais pu écrire sur un autre pays ou vraiment c'est ton coup de cœur? C'est mon coup de cœur en fait. J'ai retrouvé une amie d'enfance quand je suis allé à Puno. C'est une rencontre totalement improbable et fortuite comme la plupart des rencontres magiques en fait. Et donc du coup c'est devenu ma grande sœur, elle a 72 ans aujourd'hui et j'ai toujours autant de plaisir à aller la voir comme elle a autant de plaisir à venir me voir quand elle revient en France avec son mari péruvien. Voilà, c'est une belle aventure, une belle histoire d'amitié. Je lui dédie ce livre avec son mari qui est un peintre extraordinaire, un grand peintre péruvien. On peut voir peut-être une de ses œuvres. Alors voilà. Ouais. Alors ça c'est un tableau qui s'appelle la Vierge de la Candelaria, qui a été peint par José Luis Barriga, Rulo Barriga, qui représente en fait ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire que quand les Espagnols sont arrivés pour conquérir le Pérou, ils ont voulu évangéliser le pays, mais en fait il y avait un grand problème, comment évangéliser 16 millions de personnes alors qu'il n'était que 138. 138 personnes pour évangéliser 16 millions. Quand Pizarro est arrivé, Pizarro a été le conquérant, le conquistador, quand il est arrivé au Pérou, il est arrivé avec 138 personnes et une trentaine de chevaux. Après il y a beaucoup de gens qui sont venus, mais comment évangéliser un pays et surtout des gens qui ne parlent pas la langue. Un gros problème historique, donc la solution qu'ils ont trouvée, faire une production de tableaux, et les prêtres, plutôt que de vouloir évangéliser les Péruviens qui ne parlaient pas la langue, ils leur ont dit voilà, vous venez à l'église tous les dimanches, donc de manière le choix était simple, c'était rentrer à l'église ou se faire assassiner. Donc, voilà. Le choix est parfois vite vu pour certains. Donc l'idée c'était pour les prêtres, c'est que tous les dimanches, tous les gens du pays aillent à l'église, qui se mettent devant un tableau de la Vierge, devant un tableau de Jésus, des différents saints qui existent, et de dire voilà, bon, vous
vous mettez là et vous faites une prière sur ce tableau. Donc tout le monde était content, les Péruviens restaient en vie quand ils rentraient dans l'église et les curés avec leur église pleine, et ça arrangeait tout le monde. Donc voilà. Et au fur et à mesure que les Péruviens, qui étaient de grands artistes, ont appris à copier à l'identique les tableaux, ils ont intégré des parties de leur culture. Et en particulier, la plupart des représentations des Vierges avaient une robe en forme de triangle qui représentait la montagne, c'est-à-dire que pour eux ça symbolisait la Pachamama. Et la Pachamama, c'était leur principal dieu, c'était la terre-mère, parce que les gens de là-bas vénéraient la terre. Donc tous les dimanches, quand ils allaient à l'église, ils allaient vers le tableau, mais quand ils faisaient une prière sur ce tableau en particulier, ils priaient la Vierge Marie, mais en même temps ils priaient la Pachamama. Ils ont, au fil des années, mélangé la culture Inca, la culture péruvienne, les Incas étaient les habitants du Pérou, avec la culture chrétienne. Et ce mélange a fait qu'aujourd'hui, ces Péruviens ont encore conservé leur culture parce que ça arrangeait encore une fois tout le monde, les prêtres d'avoir du monde dans les églises et les gens du pays de rester en vie parce que c'était aussi le but du jeu. Dans les églises, on retrouve des œuvres avec l'influence à la fois du coup biblique et inca, on peut dire. Tout à fait. Par exemple, dans la scène avec le repas de Jésus avec les 12 apôtres, le plat principal, c'est un cochon d'Inde. C'est un mets de choix au Pérou. Ça s'appelle le cuy. Donc en fait, les Incas représentaient un mets de chez eux avec la scène. Les anges étaient souvent représentés sous forme d'arquebusiers. Autour de la Vierge Marie, il y a 2 arquebusiers, ces soldats avec des fusils de l'époque, et c'était la représentation des anges version péruvien. Des armes, voilà. des anges armés. Parce qu'en fait, les arquebuses, c'était représenté la première fois que les Espagnols, que les Incas ont entendu les coups de feu. Bien sûr, ils ne connaissaient pas l'arme à feu, et ils ont assimilé le bruit de l'arme à feu à un tonnerre, c'est-à-dire au bruit que fait le dieu Illapa, le dieu de la foudre. Une représentation des anges se fait sous forme d'arquebusier. Voilà, ça fait partie des... Donc il y a ces vestiges-là, quoi. Voilà, et ça se retrouve encore aujourd'hui. Même les fresques que l'on fait encore aujourd'hui ont ces canons de peinture qui sont devenus tout à fait communs dans l'art religieux péruvien en tout cas. Est-ce que dans ton livre, on y retrouve des descriptions un petit peu poussées comme ça, historiques Alors on retrouve des descriptions de lieux, de la ville de Cusco en particulier, de la conquête espagnole, de comment s'est fait la conquête, comment ces gens ont conservé leur religion, leurs us et coutumes, c'était pas une religion. Il parle aussi un petit peu des rencontres qu'on fait dans la forêt quand on se balade avec des gens qui connaissent, quel que soit le nom, chaman ou autre. Notamment, ils trouvent de tout, s'ils veulent endormir quelqu'un, ils ont des crapauds, quelque chose sur des animaux et ça fait un somnifère. Donc voilà, ils sont tous sur place, ils ont fait une observation depuis très longtemps des plantes, de la nature, et ils ont su interpréter et utiliser tout ce qu'on trouve dans la forêt, tout ce qu'on trouve dans les prés. Donc voilà, c'est des gens qui connaissent la forêt, qui connaissent à force d'avoir observé les animaux, tout ça, qui connaissent leur mode de fonctionnement et qui savent utiliser tout ce qu'ils trouvent dans la forêt. Je décris également une cité qui deviendra peut-être le futur Machu Picchu, qui risque de le dépasser. Le site est magnifique, ça s'appelle Choquequirao. Actuellement c'est un peu éloigné, il faut faire 1 ou 2 jours de marche pour y aller. En péruvien ça veut dire la montagne d'or, alors c'est un petit clin d'œil au livre. Vous verrez pourquoi dans mon bouquin ça s'appelle la montagne d'or d'ailleurs. C'est un site archéologique qui est juste splendide, que je vous conseille d'aller voir et d'aller visiter si vous avez l'occasion d'aller au Pérou. En tout cas, dans les années qui viennent, quand le site sera complètement réhabilité, il égalera, voire il surpassera le site de Machu Picchu. Mais du coup, il est pas si connu, il est un peu méconnu. Il y a des guides qui permettent, il y a des plans, on peut y aller à pied, il faut 2 jours de marche aller, 2 jours de marche retour. Est-ce qu'il faut être un grand aventurier ou ça va? Alors c'est de la marche, il faut marcher longtemps, mais c'est de la marche. Non, c'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, si vraiment on a un petit souci, on peut monter sur des mules, on peut se faire aider, on peut se faire accompagner. Il y a tout ce qu'il faut là-bas, il n'y a pas de problème. Si vous avez cette âme aventurière en vous, si vous aimez les quêtes, les trésors, la carte de l'Eldorado, et pour les amateurs d'histoire aussi. Et en plus de ça, Claude, tu as écrit un scénario également. Tout à fait. J'ai fait le scénario de ce livre pour faire une adaptation vidéo pour ce film, tout à fait. La carte de l'Eldorado, ce livre, où peut-on se le procurer? Dans toutes les librairies qui existent, soit s'ils l'ont pas sur place, le commander, se le faire livrer, ou sur internet, mais dans toutes les librairies style Cultura, ce livre peut se trouver.
vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous cherchez un ouvrage à lire, La carte de l'Eldorado de Claude Bourdoncle. Merci en tout cas de nous accueillir aussi dans tes lieux qui sont magnifiques. Donc le manoir Saint-Clair à côté de Toulouse, on est à Balma, le cadre est magnifique. NFCA Média vous le recommande, en tout cas on s'est régalé avec ces histoires et ce voyage au Pérou. D'ailleurs on va bientôt prendre notre billet, donc on vous fera une vidéo du Pérou. En tout cas si vous y allez, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Eh bien tu sais quoi, on a besoin d'un guide parce que là si on y va nous, peut-être qu'on ne nous retrouvera jamais, donc on a vraiment besoin d'un guide. Allez, je vous accompagnerai avec grand plaisir. On part tout de suite. Il faut se programmer ça, absolument. Ouais. Après le Covid, direction le Pérou et l'Eldorado. Vous suivrez ça sur NFCA Média, le livre de Claude Bourdoncle, La carte de l'Eldorado. À bientôt sur NFCA Média.